Bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup au comité d'organisation pour cette invitation. Vous m'entendez bien là? Oui. Donc Mathieu Legrand, moi je travaille en réanimation chirurgicale et des brûlés à l'hôpital Saint-Louis. Et donc en 15 minutes, je vais essayer de, pas d'être exhaustif, ce n'est pas possible, mais en tout cas de vous communiquer quelques règles importantes pour une meilleure compréhension de la prise en charge initiale du brûlé grave. Alors, d'abord, 4 facteurs pronostiques souvent identifiés dans le pronostic du brûlé. L'âge, patient brûlé âgé meurt plus, c'est très lié aux comorbidités. La surface cutanée brûlée, ça paraît assez évident. L'inhalation massive de fumée d'incendie. Et puis, les traitements, c'est-à-dire globalement la qualité de notre prise en charge. Alors, la surface cutanée brûlée, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît et très souvent on a des erreurs entre l'évaluation initiale et puis la réévaluation par des gens qui sont un peu plus habitués à prendre en charge ce genre de pathologie. Et si des petites approximations ne sont pas très graves, ce qui est compliqué, c'est quand on passe de 20 à 70% ou l'inverse, c'est un patient qui a été proposé à un centre à 60% de la surface cutanée brûlée et en fait qui n'en fait que 20%. Ça, c'est plus problématique parce qu'on se trompe dans les volumes de remplissage et puis on se trompe dans les bonnes indications d'admission dans un centre de traitement du brûlé. C'est dommage de prendre une place à un patient qui est pas si sévèrement brûlé alors que les places dans les centres de spécialisés sont rares. Et donc un bon moyen, finalement, d'évaluer approximativement la surface, et ben c'est la méthode des moitiés. Globalement, c'est assez simple. Si vous voyez un patient qui est brûlé sur toute la surface antérieure, globalement, il est brûlé à 50%. S'il a la moitié à peu près de la face antérieure qui est brûlée, et ben, il est brûlé à peu près à 25%. C'est ça qui compte. En gros, on veut des grosses estimations. Est-ce qu'il est plutôt à 25-30%, plutôt à 75%? C'est ça qui compte, plutôt que savoir exactement qu'il est brûlé à 43%, par exemple, de la surface cutanée. Donc ce patient-là, par exemple, oui, ça fait toujours ça qu'on n'est pas... Le brûlé, ça impressionne toujours beaucoup, et c'est pour ça qu'on est vite démuni, qu'on n'est pas habitué devant un brûlé, on est vite impressionné, mais finalement, il faut rester assez serein. Et donc, vous voyez, ce malade, il a à peu près presque 50% de la surface de la face postérieure qui est brûlée. Il a tout le dos, une bonne partie du bras, et puis voilà, un peu moins on va dire, un peu moins enfin, il a les deux bras, donc largement moins que 25% de la face antérieure. Donc, on peut dire que ce malade, il est à peu près brûlé à 45-50%, ça assez vite, en un coup d'œil, on voit qu'il est brûlé à peu près à la moitié de sa surface cutanée. Une autre façon de faire, on peut imaginer que par exemple les deux jambes, c'est l'équivalent à peu près des deux bras, donc il serait à peu près à 50%. Deuxième critère de facteur pronostic, l'inhalation de fumée d'incendie. L'inhalation de fumée d'incendie, ça a deux conséquences. Pulmonaire, les malades font des SDRA quand ils ont inhalé massivement, et deux, systémiques. Globalement, il y a une agression systémique, c'est un peu comme le sepsis, une réponse inflammatoire systémique qui survient, qui est liée à l'inflammation induite par l'inhalation, mais aussi au passage systémique de certaines toxiques dans les fumées d'incendie, et certains sont bien connus comme le CO par exemple, ou le cyanure. Alors une fumée d'incendie, comment on le diagnostique? Quand ils sont intubés, c'est assez facile, on fait une fibroscopie, et quand c'est tout noir comme ça, c'est le malade a clairement inhalé massivement. Pour inhaler massivement, il faut quoi? Il faut avoir été exposé aux fumées d'incendie dans un endroit confiné. D'accord? On n'inhale pas après un feu de barbecue, il faut être emprisonné dans un endroit avec des fumées d'incendie, donc il faut avoir été confiné. Et vous voyez qu'il y a l'exposition des voies aériennes supérieures, et quand ils ont inhalé massivement, on voit l'exposition, on voit la suie qui tapisse toute la lumière bronchique. Donc il n'y a pas de traitement spécifique, même si on peut discuter, après c'est plus des affaires, là on n'a pas le temps d'aller dans certaines propositions thérapeutiques, mais globalement, un des toxiques qui est souvent craint dans l'inhalation de fumée d'incendie, c'est un message de ça que je voulais faire passer, c'est le cyanure. Le cyanure, c'est quoi? C'est un poison, c'est très rapidement mortel. Globalement, les gens qui meurent dans les incendies sur les lieux, globalement, ils meurent d'une intoxication fumée d'incendie liée au cyanure, et quand ils sont massivement intoxiqués, ils meurent très rapidement.
Et quand ils ne meurent pas, on peut les avoir secondairement, mais souvent, quand on les a secondairement, finalement, quand ils ont survécu, c'est rarement que l'intoxication au cyanure est très importante. Et alors, il y a des antidotes qui sont proposés pour les intoxications au cyanure, dont l'hydroxocobalamine, le cyanokit, hein, qui chélate le cyanure, qui donne une cyanocobalamine pour le rendre inefficace. Et parfois est véhiculée l'impression que ce médicament est complètement anodin, que ça ne peut être que bénéfique de donner aux malades et donc il faut le donner largue à manu. Et ça, de plus en plus, on sait que c'est faux. Il y a une néphrotoxicité qui a été identifiée, ça donne des insuffisances rénales liées à des dépôts d'oxalate de calcium. Et surtout, clairement, il n'y a finalement pas de bénéfice retrouvé à l'utilisation de ce médicament pour l'instant dans la littérature. Donc globalement, mon message, c'est que ce n'est pas un médicament qu'il faut mettre à la poubelle, mais il faut bien peser la balance bénéfice-risque et il faut avoir en tête que si le malade est gravement intoxiqué, il est grave et donc ce médicament est réservé aux cas les plus sévères, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque, l'arrêt respiratoire ou l'état de choc avec des lactates très élevés qui sont un marqueur de dysfonction mitochondriale, c'est-à-dire le site de toxicité du cyanure qui est un poison mitochondrial. Ensuite, deuxième point, toujours dans le quatrième facteur pronostic, c'est nos traitements, c'est le remplissage. Le brûlé, c'est un patient qui est très sévèrement hypovolémique. Probablement que vous ne verrez jamais des malades aussi hypovolémiques que des brûlés. Vraiment, c'est la caricature de l'hypovolémie à la prise en charge initiale. Et donc, il faut les remplir même massivement au début avec un soluté globalement, un soluté qu'il faut garder en tête, c'est le ringeur lactate, plus que le NaCl à 0,9%. Pourquoi? Parce qu'on va leur perfuser de gros volumes, et avec le NaCl à 0,9%, vous allez vous retrouver avec des hyperchlorémies très importantes, des acidoses hyperchlorémiques, et donc on utilise le ringeur lactate qui contient moins de chlore, et très souvent, même si c'est un débat qui est encore ouvert, mais très globalement, pour les grands brûlés, on ne peut pas tellement se passer de l'albumine pour les brûlés les plus gravement brûlés, à plus de 40%, ou en cas d'instabilité hémodynamique, parce qu'ils reçoivent beaucoup de remplissage. Alors combien on en donne? Alors c'est plutôt comment on en donne que combien on en donne. Ça, c'est l'évolution typique du brûlé grave. C'est ici le débit cardiaque. Vous voyez, regardez cette courbe pleine. Et puis ici, c'est les résistances vasculaires systémiques. Et donc, vous voyez que dans les toutes premières heures, le débit cardiaque s'effondre et les résistances vasculaires systémiques sont élevées. Donc les malades, ils sont très souvent normotendus, mais en grand bas débit. Et puis, au fil du temps, le débit cardiaque monte et les résistances vasculaires baissent, un peu comme dans le sepsis finalement, où petit à petit, le débit cardiaque augmente, la pression artérielle baisse, et c'est là qu'il faut introduire les vasopresseurs. Et les patients prennent de manière très progressive la trajectoire d'un malade très hypovolémique à la trajectoire d'un malade qui devient comme un sepsis, c'est-à-dire un débit cardiaque élevé avec des résistances vasculaires basses qui nécessitent alors à la phase tardive c'est quoi? C'est la 24-48e heure, non plus du remplissage, mais des vasopresseurs. Alors combien on donne? Il y a des formules souvent qui sont proposées, 4000 par kilo par surface cutanée brûlée. Vous voyez, un brûlé de 80 kg qui est brûlé à 70%, on évite à plus de 20 litres de remplissage. C'est énorme, et donc il faut titrer ce remplissage. Tout ça, ce n'est qu'une approximation très grossière, et clairement, c'est largement insuffisant. Et donc, vous travaillez dans les services de réanimation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là, c'est un exemple de protocole, mais globalement, toutes les heures, il faut se poser la question, est-ce que mon malade est assez rempli, ou au contraire, est-ce que mon malade, j'ai besoin encore autant de le remplir, et donc sur des paramètres qu'on peut choisir, qu'on peut discuter, mais par exemple la diurèse, le lactate, la pression artérielle ou d'autres paramètres plus invasifs, toutes les heures, on se pose la question, est-ce que je dois augmenter mon remplissage? Est-ce que je dois le baisser au contraire parce que mon malade, je suis en train de le remplir inutilement? Et si à la fin de la journée, je lui ai mis 18 litres plutôt que 25, je serai très content parce qu'il y aura beaucoup moins de complications respiratoires et abdominales notamment. Et ce qui compte, plus que le volume en lui-même, c'est le bon volume au bon moment. Et le bon moment, c'est souvent, je vous l'ai montré tout à l'heure, la courbe, très hypovolémique au début, et puis après, ils prennent un profil inflammatoire. Et là où il ne faut pas rater le coche, c'est au tout début, c'est les toutes premières heures, en pré-hospitalier ou à la phase hospitalière toute initiale, c'est là que les malades ont le plus besoin de remplissage. C'est pour ça que le volume de remplissage, certes, est un indicateur, mais c'est surtout le timing du remplissage qui est important. Et globalement, ça, c'est un papier qu'on avait fait dans l'équipe, d'avoir un retard de remplissage à un bas
débit à l'admission déjà à l'hôpital, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un petit peu de retard en préhospitalier, c'est associé à un très mauvais pronostic et c'est associé. Donc il faut être agressif rapidement et savoir diminuer après. D'accord, c'est les toutes premières heures que le malade est le plus volémique et le plus hypovolémique, et donc le timing est largement aussi important que le volume de remplissage. Ensuite, alors ça, en réanimation, on est souvent la culture de la prévention des infections nosocomiales, la culture de la prévention des transmissions croisées entre les bactéries multirésistantes. Et le malade, le malade brûlé, il faut le considérer comme un malade immunodéprimé. Il est même très sévèrement immunodéprimé. C'est probablement parmi les malades les plus immunodéprimés avec les neutropénies qu'on peut avoir en réanimation. Et il y a beaucoup de papiers là-dessus. Ici, c'est un exemple d'un marqueur de l'immunodépression qui est l'HADR. On voit qu'ils sont effondrés chez les patients brûlés. Et c'est des données qui sont retrouvées dans plusieurs cohortes de manière assez concordante. Et donc, ces patients-là, ils font beaucoup d'infections. Si vous avez un doute encore sur le rôle de l'immunité dans la prévention, dans la lutte contre les infections, vous voyez, c'est un petit film, c'est des macrophages qui attaquent, qui phagocytent, vous voyez, des cellules étrangères, qui peuvent être des bactéries, en l'occurrence ici c'est des cellules cancéreuses, mais c'est pour vous montrer un petit peu le rôle de l'immunosuppression. Et donc les patients brûlés, clairement, ont un déficit de l'immunité, et en partie de cette immunité-là, qui est l'immunité innée. Et dans la prévention des infections, bien sûr, on connaît les préventions des pneumonies, les préventions des infections liées au cathéter. Là, il y a aussi la prévention de l'infection du site de la brûlure. Et là, c'est là que intervient le pansement, qui est une spécificité du patient brûlé, pour lequel le pansement a plusieurs objectifs. D'abord, il est antalgique, de couvrir la brûlure. Ça fait souvent, surtout quand c'est des brûlures de deuxième degré, ça limite souvent grandement les douleurs. Ça limite aussi un peu les pertes hydrosodées et les pertes caloriques, par diminution des pertes convectives. Et puis, ça limite le risque de contamination bactérienne et fongique depuis l'environnement à la peau qui a perdu, et ça, c'est des papiers c'est des travaux qu'on est en train de faire dans le service, qui ont perdu leur défense immunitaire locale. Et donc, globalement, on lave et on fait de l'antisepsie, l'antisepsie de la brûlure. On peut discuter les topiques, mais globalement, par exemple, vous faites de l'antisepsie à la chlorhexidine, ça marche très très bien. Et voilà. Et donc ça, on le fait en milieu propre, en milieu hospitalier propre. Et si on ne peut pas, parce qu'on est au déchoc, c'est compliqué, on est en préhospitalier, et dans ce cas-là, on emballe les brûlures dans des champs stériles ou dans des champs propres, après éventuellement avoir fait une désinfection à la chlorhexidine, et puis on fera le pansement plus tard dans un milieu propre et le moins contaminé possible. Et puis finalement, pour finir, quoi qu'il en soit, je prends contact avec un centre spécialisé parce que la brûlure, ça demande une expertise et puis ça demande une prise en charge multidisciplinaire. Et alors, le contact avec le centre de brûlés, il pourra se faire sur les données réanimatoires, mais aussi sur l'aspect de la brûlure. Et ça, vous pourrez utiliser votre tout nouvel iPhone pour prendre des photos, pour les transmettre au centre spécialisé et pour discuter justement, éventuellement, réévaluer la surface, réévaluer la profondeur, discuter d'éventuelles nécessités d'incision de décharge avant le transfert ou non dans le centre spécialisé. Mais en tout cas, clairement, c'est des patients qui doivent être pris en charge en concertation avec des équipes qui ont l'habitude d'en faire très souvent et à gros volume. Ça, j'en suis à peu près convaincu parce que c'est des équipes pluridisciplinaires qui nécessitent l'intervention de réanimateurs, d'anesthésistes-réanimateurs, de chirurgiens, d'infirmières spécialisées dans le soin du brûlé qui connaissent bien la partie pansement, la partie réanimation, d'IAD, d'IBOD, de kiné, de diététicienne, de psychologues, etc. Et ça, c'est la grosse force des centres comme celui auquel j'appartiens. Voilà. Et puis il ne faut pas perdre espoir, parce que parfois c'est très impressionnant, la brûlure. On peut être défaitiste devant l'étendue de certains brûlés, de certaines lésions, mais on est aussi étonnamment surpris de leur capacité de récupération et des patients qui sortent très dénutris avec un séjour en réanimation en centre de traitement des brûlés très prolongé, qui reviennent nous voir quelques semaines ou quelques mois après, transformés, et qui reviennent
à leur vie antérieure. Ça, c'est l'exemple du patient que je vous ai montré tout à l'heure, le patient de 50%, qui est revenu nous voir après. Ça, c'est un brûlé qui était brûlé à plus de 90%. Voilà, c'est des exemples parmi d'autres, mais globalement, c'est des malades pour lesquels il faut se battre. Je vous remercie de votre attention.